Les podcasts Séquence. Bonjour et bienvenue sur Séquence, une série de podcasts qui décrypte les enjeux du monde de la santé et de l'industrie au regard des problématiques environnementales et du monde de demain. Pour ce 4e et dernier épisode de notre série sur la réindustrialisation, nous avons le plaisir de donner la parole à Pierre Luzeau, fondateur et membre du conseil d'administration du groupe Séquence, et à Jean-Pierre Raffarin, président de la Fondation Prospective et Innovation et ancien Premier ministre. Nous avions commencé cette série il y a quelques mois par une citation du ministre Chaptal en 1802, extraite de l'essai sur le perfectionnement des arts chimiques. Chaptal écrivait « Au moment où les nouvelles destinées de la République absorbent toutes les pensées, j'ai cru devoir porter la mienne sur les moyens d'y faire prospérer les arts et les fabriques. » Il poursuivait « Jusqu'ici, les Français n'ont tenu que le second rang parmi les peuples manufacturiers de l'Europe. Cependant, notre position géographique, nos richesses territoriales, notre caractère national, paraissent nous avoir destinés à occuper le premier rang. Alors à tous les deux, pour commencer, je vais vous demander si, selon vous, cette citation est toujours d'actualité dans le contexte géopolitique actuel. Jean-Pierre Raffarin. D'abord, je suis très heureux de rencontrer Pierre Luzeau à nouveau et de pouvoir parler avec lui. Je connais son magnifique parcours et donc je suis sûr que tout ceci va être inspirant. Chaptal avait raison. Chez nous, dans ce pays très idéologique, ce qui est fondamentalement matériel n'est pas toujours mis en avant. On préfère toujours l'idéologie, les grandes idées, les beaux discours aux choses opérationnelles, manufacturières. Et donc, dans notre PIB, l'industrie pèse quelque chose comme 10%, alors que la moyenne européenne est de l'ordre de 15%. Donc, nous avons toujours ce retard, cette mobilisation. On a des points de force, on y reviendra. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Mais néanmoins, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, dans la création, la bataille mondiale, c'est celle de la création, c'est-à-dire de l'intelligence ajoutée. L'industrie doit être une priorité de tout développement économique. Merci beaucoup. Pierre, est-ce que vous pouvez commenter cette citation de Chaptal ? Bien sûr. Bonjour Jean-Pierre Raffarin et merci Candice Duchella de nous donner cette occasion d'échange. Alors, Chaptal, c'était un scientifique touche-à-tout qui est devenu sous le Conciliat l'équivalent du ministre de l'économie. Et à cette époque, l'industrie pesait très peu pour notre pays. Et c'est donc une volonté politique qui a permis à la France de rattraper progressivement un retard qui était considérable sur l'Angleterre, à coup d'avancées scientifiques, aussi à coup d'investissement. Donc oui, la citation de Chaptal s'adapte très bien à la situation actuelle, car si le contexte est différent, l'ambition, elle, reste la même qu'il y a 2 siècles, c'est-à-dire de rattraper notre retard pour recouvrir notre souveraineté et prospérer. Il faut cependant rappeler que le moteur principal de la désindustrialisation à l'époque moderne, c'est d'abord un choix politique avec un changement radical de discours sur l'industrie en France après les chocs pétroliers des années 70, et que c'est notre génération qui a vu progressivement gagner les théories économiques de l'avantage comparatif des nations et de la division du travail. Et c'est une période qui a profondément marqué le rapport de nos élites à l'industrie et au fond, qui formalise un certain renoncement à une politique industrielle nationale pour se focaliser sur ce qu'on pourrait appeler l'avènement du consommateur roi, et qu'on a choisi à dessein la prééminence des services sur la production de biens. Donc, pour finir, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'idée maître de cette époque, mais qui est probablement fausse, c'est que les gains de productivité de l'industrie devaient permettre un transfert des emplois de l'industrie vers les services. Et en fait, malheureusement, c'était sans compter sur la rapidité et la violence de cette mutation qui a engendré d'abord le chômage de masse, et ensuite les services qui n'ont jamais remplacé l'industrie. Et comme l'a dit Jean-Pierre Raffarin, aujourd'hui l'industrie c'est moins de 10% de notre PIB national. Alors, je vais vous poser une question à tous les deux, d'abord à vous, Jean-Pierre Raffarin. Pourquoi, selon vous, la réindustrialisation est-elle essentielle ? Bon, d'abord, il faut bien comprendre que cette désindustrialisation, elle est non seulement liée à nos aspects culturels dont je parlais, c'est-à-dire ce goût pour l'idéologie plus que pour le matérialisme, mais je pense aussi qu'elle
il y a des conditions de notre modèle économique qui n'ont pas été favorables à l'industrie. Et au fond, quand on regarde bien tout ce qui s'est passé, ce qu'on a appelé la désindustrialisation de la France, c'est en grande partie des gens qui sont partis pas forcément avec le cœur léger. Ce sont des gens qui sont partis parce que les conditions du modèle économique n'étaient pas acceptables dans le pays pour leur propre projet. Et donc, il faut bien voir qu'on a un modèle économique qui pose problème. Pour la réindustrialisation, il faut sans doute infléchir notre modèle économique. La clé, à mon avis, de tout cela, c'est quand même que, au fond, on fait payer la charge du modèle social sur l'emploi. C'est la clé de tout notre système, et tant que ce sera comme ça, on aura toujours des difficultés à pouvoir favoriser les entreprises manufacturières et tout ce que Chaptal appelait les arts, et donc toute cette forme des arts et métiers qu'il nous faut promouvoir, mais ça veut dire qu'il faut quand même changer de modèle social. Mais pour revenir vraiment à la question sur comment et pourquoi c'est très important, d'abord c'est une question de souveraineté aujourd'hui. On l'a vu avec le Covid, quand on n'a plus de paracétamol en France, on se plaint qu'on a besoin d'un certain nombre de choses qui sont très dépendantes d'un certain nombre de forces nationales qui ne sont pas toujours forcément des alliés. Et quelquefois, ça en change. Quand on voit les tensions aujourd'hui qui se développent un peu partout, on peut se dire quand même qu'on peut avoir un jour ou l'autre des pressions sur la limitation de ce que sont nos importations aujourd'hui, parce que des pays qui produisent un certain nombre de biens dont nous avons besoin peuvent considérer qu'ils nous font du mal en nous privant de ces biens et que ça peut servir leur stratégie. Donc, la réindustrialisation, c'est d'abord et avant tout, je pense, une nécessité de développer notre souveraineté. Mais il y a aussi, je pense, d'autres sujets qui sont très importants. D'abord, c'est garder notre matière grise. Je crois qu'un des points clés de la France industrielle, c'est la qualité de nos écoles d'ingénieurs. Et au fond, il faut veiller à ce que dans l'avenir, parce que l'enseignement est en train de changer beaucoup avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies, mais veillons beaucoup à ce que ces grandes écoles qui font souvent le prestige des ingénieurs français, je suis très surpris quand on discute avec les Chinois, quand on parle d'industrie, pour eux l'industrie globalement c'est l'Allemagne, mais pour ce qu'est la formation d'ingénieurs, c'est la France. Et pourtant, la formation d'ingénieurs, c'est souvent très lié à l'industrie. Donc, je pense qu'une des choses importantes de la réindustrialisation, c'est garder toute cette intelligence qui est formée, qui est créée, et toute cette patte humaine qui doit être une force d'avenir. Et enfin, j'ajouterais qu'une troisième motivation très importante, c'est l'aménagement du territoire et la capacité à faire vivre ce qu'un ancien ministre français, Georges Chavannes, appelait les usines à la campagne. C'est au fond de pouvoir disperser sur le territoire et de l'emploi, mais aussi de la technologie, de l'intelligence, et puis aussi des connexions avec le monde. Et donc, je pense que la réindustrialisation, naturellement, c'est la priorité de la souveraineté, mais on a beaucoup de sujets qualitatifs pour notre PIB qui se jouent dans ce phénomène qui ramène de l'industrie dans le pays. Merci. Pierre, je vais revenir à la question que j'ai posée. Pourquoi la réindustrialisation est-elle selon vous essentielle ? Et puis peut-être, qu'est-ce qui justifie en conséquence cette réindustrialisation et par quoi vous pensez qu'il faudrait commencer ? Pour rebondir sur le constat sur l'industrie et les Français, et c'est une bonne nouvelle, le politique est poussé aujourd'hui dans ses retranchements puisque 9 Français sur 10 estiment que l'industrie est importante pour les territoires. Les citoyens ont donc compris que l'industrie est un outil, comme l'a dit Jean-Pierre Raffarin, au service de la souveraineté. Et ils ont réalisé progressivement que l'industrie, c'est le meilleur outil de cohésion sociale et territoriale. Une usine, ça fait vivre une ville. Lorsque l'usine ferme, la ville meurt. Et notre actualité est truffée de drames humains depuis 30 ans. Donc le remplacement d'une usine par des zones commerciales, des ronds-points ou une sous-préfecture ne sont pas des outils de cohésion sociale. Donc l'industrie est essentielle car elle assure la prospérité, l'indépendance et la souveraineté. Il faut peut-être rappeler les handicaps de l'industrie, prix d'énergie élevé, accès réduit aux matières premières, croissance en Europe qui est durablement faible et ça laisse donc
peu d'options à la France en particulier, d'autant que l'industrie est non seulement faible, mais elle a été aussi, j'allais dire, ventilée façon puzzle partout dans le monde. Par exemple, une voiture s'est constituée d'une batterie qui vient de Chine, d'un microprocesseur qui vient de Taïwan, de logiciels des États-Unis, d'amortisseurs qui sont fabriqués en Turquie, et donc le tout est enfin assemblé ensemble. Donc la globalisation a certes permis de développer une partie de notre industrie, mais on a un peu oublié le concept brodélien de l'étalement des temporalités. En fait, il y a une persistance dans l'histoire du besoin de protection minimum aux frontières, qu'elles soient d'ailleurs réelles ou virtuelles. Et à présent, on est dans une Europe industrielle qui est vulnérable et dépendante des États-Unis, de la Russie, de la Chine, zones qui ont des doxas qui sont pour le moins extrêmement affirmés sur l'industrie. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut poser le constat sur la table, il faut assumer un virage collectif pour nous protéger. Et donc, j'ai la réelle conviction qu'il faut nous réindustrialiser à marche forcée, évidemment avec l'appui de l'Europe, et sans vouloir tout réarmer, puisqu'on a quand même des contraintes budgétaires très évidentes. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Bien sûr, bien sûr. 2 points importants. La première, et je rejoins tout à fait Pierre Luzeau, c'est d'avoir toutes les filières industrielles. Il ne faut pas limiter l'industrie aux produits finis. On voit bien que nos constructeurs automobiles ne sont pas forcément des champions mondiaux, mais nous avons des champions parmi les équipementiers. Et nos équipementiers, aujourd'hui, comme vous le dites dans les voitures chinoises, mais la lumière, les pare-chocs peuvent être tués en général, le sont d'ailleurs par des entreprises françaises. Donc il y a l'idée de filière qu'il faut vraiment développer, et je crois que c'est important. Et puis, simplement un autre point de conjoncture que moi j'ai oublié et que je remets dans la discussion, c'est quand même qu'on va avoir besoin de soutenir l'industrie de défense pour la souveraineté nationale. Et que ça peut être un modèle, parce qu'en matière d'innovation, le secteur de la défense, grâce notamment avec la Direction générale de l'armement, est un élément moteur de l'innovation industrielle. Bien sûr. Pierre Luzeau, vous voulez commenter peut-être ou poursuivre ce raisonnement ? Moi, j'allais vous interroger sur la politique, mais on y reviendra dans 2 minutes. Pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Pierre Raffarin, au fond, il est assez impératif de faire des choix et se dire de quoi les Européens et les Français ont besoin pour assurer de remplir des besoins vitaux. Donc manger, boire, se soigner, se défendre, de s'assurer un monde vivable à nos enfants. En gros, on reprend la pyramide de Maslow et on se dit au moins ces essentiels doivent être remplis. Donc les efforts doivent être clairement concentrés en grande majorité sur des secteurs industriels stratégiques car vitaux pour la souveraineté à cet égard. On peut évidemment penser à la santé, aux matériaux stratégiques, la transition énergétique et écologique. On n'a pas aujourd'hui de ressources fossiles en Europe, il faut bien s'en doter. Et évidemment en finissant par la défense ou l'intelligence artificielle. Alors, on reviendra sur les questions politiques après. Du coup, on va faire un petit focus sur l'industrie, sur 2 industries, l'industrie automobile et l'industrie de la chimie, puisqu'on a parlé de l'importance de valoriser les industries françaises. Je voudrais vous entendre donc tous les 2 sur des sujets qui sont les vôtres, ou en tout cas sur des sujets qui sont dans votre domaine d'activité, l'importance de l'industrie automobile et l'importance de l'industrie chimique. Pourquoi ces secteurs sont-ils particulièrement cruciaux ? On va commencer par Pierre Luzeau avec l'importance de l'industrie chimique, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire, et au regard de séquence, l'importance de cette industrie ? Alors la chimie a un rôle qui est tout à fait central en fait dans l'industrie, puisque la chimie c'est la mère des industries. Donc la chimie est tout simplement constitutive de l'industrie avec des produits développés et utilisés quotidiennement par l'ensemble des secteurs. Donc sans la chimie, il n'y a pas de souveraineté industrielle. Sans la chimie, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de décarbonation non plus qui est possible. Et heureusement, le rôle stratégique de la chimie a été rappelé au plus haut niveau ces derniers mois, à la fois en France, mais aussi en Europe. Alors malheureusement, comme de nombreux secteurs, la chimie fait face à une concurrence déloyale qui vient d'Asie et du Moyen-Orient, où les normes sociales, environnementales sont parfois délétères. Et maintenant, on doit faire face à la fermeture de débouchés sur le premier marché mondial, qui sont les États-Unis. Donc, pour la chimie, les conséquences sont, on va dire, amplifiées par rapport au reste de l'industrie, puisque le taux des capacités récemment a atteint son niveau le plus bas depuis des années, et que l'on fait, et on le lit dans la presse, face à une multiplication
inquiétante de la fermeture des sites. Donc, la conséquence, c'est que la France et l'Europe doivent tenter d'assumer la protection de leur industrie de la chimie, comme l'ont déjà fait et mis en place les autres grands blocs économiques que j'ai déjà cités. Eux n'ont indubitablement aucun scrupule pour le faire. Jean-Pierre Raffarin, est-ce que vous voulez rebondir sur l'importance de l'industrie automobile ? Oui, parce que au fond, c'est un secteur qui va vivre des mutations assez incroyables en rien de temps. Alors qu'on parle du véhicule électrique depuis 30 ans, ça fait 30 ans que j'ai fait avec le maire de La Rochelle-Poitiers en véhicule électrique. En 30 ans, on n'a pas beaucoup bougé sur tous ces sujets. Et d'un seul coup, en quelques mois, on a mesuré que eux, les Chinois, ils n'avaient pas perdu 30 ans, qu'ils s'étaient préparés. Quand ils nous en avaient entendu en parler, ils s'étaient dit, on va y agir. Donc, c'est la grande différence entre le discours et l'action. Et au fond, aujourd'hui, on a des mutations qui vont être considérables avec ce nouveau véhicule. D'abord, ce que je voudrais dire, ce qui est très important, c'est que la question franco-allemande sur un plan industriel est quand même important. Je ne sais pas, Pierre, si c'est vrai pour la chimie, mais je le crois, il y a un grand nombre de secteurs pour lesquels la protection européenne, c'est d'abord la coopération franco-allemande. Et là, dans l'automobile, on a une sorte de révolution. D'abord, on a une mésentente, puisque on a voulu protéger notre industrie automobile en montant les taxes européennes. La France a voté pour et l'Allemagne a voté contre. Donc faire un rapport de force avec plus fort que soi, c'est déjà difficile, mais le faire dans la division, c'est quand même dangereux. Donc il faut vraiment rétablir cette coopération. L'industrie automobile, elle est aujourd'hui surtout structurée, comme le disait Pierre tout à l'heure, par les batteries et par la connectivité, disons. Par exemple, une entreprise comme Huawei, qui est une entreprise de télécom, est devenue un constructeur automobile en quelques mois. Ils sont associés avec des producteurs de batteries et puis ils ont fourni toute la technologie pour faire en sorte que la véhicule électrique soit connectée. Et donc, il y a aujourd'hui des mutations considérables. Je pense que nous, il faut qu'on se préoccupe ce que fait le président de la République dans l'industrie des batteries, donc avec les semi-conducteurs, avec l'ensemble des éléments technologiques dont nous avons besoin, mais aussi il va falloir s'adapter dans toute la consommation d'électricité avec les prises et les recharges possibles. Donc on a beaucoup de sujets sur lesquels on a beaucoup de retard aujourd'hui. Donc il y a une adaptation à cette industrie nouvelle de l'automobile. Et puis tous ces changements-là, ils auront des dimensions politiques aussi, parce qu'il y a des usines qu'il va falloir transformer. Alors là, c'est une question que je pose, c'est que probablement qu'il faut faire en sorte qu'on puisse reconvertir un certain nombre d'équipements industriels adaptés à ce qui va être l'industrie de demain. Et là, on voit une rupture totale. Par exemple, si je dis un sujet d'inquiétude, il ne faudrait pas que l'industrie automobile allemande se reconvertisse dans l'industrie de la défense sans que nous ayons une véritable ambition et une sorte de maîtrise européenne du projet. Parce qu'on pourrait se retrouver dans des situations historiques que nous n'avons pas aimées. Et donc, il y a des sujets qui sont très stratégiques dans ces questions industrielles, quand il y a des renversements, adapter la société aux véhicules électriques, mais en même temps, penser à l'outil industriel et penser aussi à tout ce qui peut continuer à exister, parce qu'il y aura quand même toujours un certain nombre de développements. Je pense par exemple à tout ce qui est le transport de marchandises, la question de l'hydrogène qui est posée sur ces nouveaux métiers. Donc on a beaucoup d'adaptations et beaucoup de mutations. Donc là, on est vraiment dans un univers stratégique, qui est un univers structurel de l'industrie qui va être complètement bouleversé dans les 5 ans qui viennent. Donc vous avez répondu à la question que je voulais poser sur l'implication, sur la nécessité d'une implication politique. Mais selon vous, quel rôle les gouvernements doivent-ils jouer pour dynamiser ces secteurs industriels clés ? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire là-dessus ? Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont à faire. D'abord, je pense que le premier point, c'est d'essayer de décharger la charge sociale sur le travail. Il y a eu des perspectives sur la consommation, c'est-à-dire la TVA. Sans doute qu'il faut repenser cette affaire, mais tant qu'on mettra tout le financement de notre protection sociale sur l'emploi, on pénalisera l'emploi et on pénalisera l'industrie. Donc ça, c'était une première chose. D'autre part,
il y a un certain nombre de choses qui ont bien fonctionné dans la période récente. Je vois, par exemple, pour le haut de bilan des entreprises, le private equity s'est développé dans notre pays, les investissements des stratégies comme Choose France, nouvelles technologies françaises, le président de la République et les services français ont fait des efforts considérables. Les grands investisseurs viennent régulièrement en France, et étrangers, notamment donc dans les questions technologiques. Et je pense que là, il y a des efforts qu'il faut poursuivre. Mais il y a beaucoup d'autres efforts qui sont à faire. Le premier, je pense aussi, c'est que si on veut disperser un peu l'industrie sur nos territoires et profiter de nos villes, tout ça, il faut revoir les questions de la fiscalité locale. Ce qui était la taxe professionnelle, qui était le lien entre l'emploi, l'industriel et son territoire, n'existe plus. Et donc aujourd'hui, je pense que ça doit être vrai sur l'industrie chimique, qui quelquefois fait peur en termes de pollution à un certain nombre d'élus. Ils n'ont même plus aucun intérêt, parce que l'entreprise qui vient là ne participe pas vraiment, en dehors des emplois qu'elle peut donner, elle ne participe pas vraiment au financement des collectivités. Donc je crois qu'il faut recréer ce lien entre le territoire et l'entreprise, non pas en augmentant les charges de l'entreprise, mais en imputant aux collectivités locales ce qui est aujourd'hui donné à l'État, puisqu'il y a eu des décentralisations qui ont permis aux collectivités d'assumer des responsabilités. Je pense aux conseils régionaux, par exemple, qui ont beaucoup d'actions économiques. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un effort pour créer ce lien entre le territoire et la possibilité de développer les industries et l'emploi. Et puis, dernier point, je pense qu'il faut aussi voir comment on peut mesurer la mutation de l'emploi et les questions de formation. Et donc, je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais par exemple, permettre à des entreprises, par des systèmes d'alternance nouveaux, plus simplifiés, d'avoir une montée de la qualification, d'avoir des ingénieurs qui n'ont pas des niveaux de charge trop élevés pour que l'entreprise puisse se doter de matières grises. C'est vraiment tristouné de voir nos ingénieurs quand ils partent à l'extérieur. La bataille mondiale est une bataille de l'intelligence, et nous, la nôtre, souvent, elle va voir ailleurs. Donc, il faut pouvoir aider les entreprises à fixer par des systèmes sociaux et fiscaux tout cela. Donc, je pense que l'action de l'État est très importante, non seulement avec des grands projets qui poussent les technologies, mais aussi avec des questions fiscales qui aident les entreprises à faire les bons investissements dans les bons endroits. Alors, on va parler de défis immédiats et futurs. On a tous entendu les annonces du président Trump qui sidèrent le monde. Et je vais me tourner vers vous, Pierre. Quels sont, selon vous, les risques pour l'industrie et comment pourrions-nous ou devrions-nous réagir ? D'abord, on a cru à un événement, mais c'est une nouvelle époque qui s'ouvre avec la fin du multilatéralisme commercial, avec plusieurs chocs frontaux extrêmement importants par effet rebond. La première, c'est l'éclatement des chaînes de valeur, puisque les filières vont être probablement à reconstituer entièrement. Et c'est des filières, comme on l'a vu tout à l'heure, souvent mondiales. Le deuxième fait, c'est la marginalisation des Européens. Je vais y revenir. Et le troisième fait, c'est un commerce international qui se transforme très clairement en arme diplomatique, et malheureusement pas uniquement par les États-Unis. Donc à court terme, cette année, les risques pour l'industrie sont évidemment considérables. D'abord parce que à ces niveaux de droits de douane, disons hallucinants, c'est la totalité des marges des entreprises qui peuvent s'envoler. Donc les choix, c'est augmenter les prix, mais les clients américains vont fixer une limite, ou bien ne plus vendre aux États-Unis. Et pour les industriels les plus exposés au marché états-unien, Trump peut leur porter le coup de grâce, et on le voit par exemple avec l'automobile qui est taxé à 25%. Ensuite, autre risque, il y a un risque indirect, mais de mon point de vue qui est presque plus important, c'est la concurrence non européenne. Si ces barrières douanières s'établissent avec les États-Unis, les pays asiatiques vont chercher à déverser une partie de leur production vers l'Europe, ce qui est d'ailleurs déjà le cas, donc le seul marché réellement très ouvert de la planète, sans droit ou très peu. Et donc l'Europe va forcément vivre une déferlante d'importation à bas prix, en particulier de cette zone. Donc dès la fin de l'année, il est certain que de nombreuses usines européennes pourraient se vider, et donc fermé, puisque les taux d'utilisation dans l'industrie sont déjà faibles. Et il faut se rappeler qu'une usine qui ferme ne réouvre évidemment jamais. Donc il est évidemment urgent d'agir. L'inaction, ce n'est pas une option en cette période.
Sinon, on va perdre non seulement l'industrie, mais aussi la souveraineté, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vient avec elle, et ce, probablement pour un certain nombre de générations. Jean-Pierre, quelle est la réaction que vous avez quand vous entendez les annonces du président Trump ? Est-ce que, selon vous, on peut conserver les politiques européennes actuelles ou est-ce qu'elles sont simplement plus opérantes ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce point ? D'abord que nous sommes tous en effet sidérés par cette brutalité, que la situation est très dangereuse parce que d'abord elle est dominée par la compétition entre la Chine et les États-Unis qui est l'axe majeur, y compris cette tragique guerre en Ukraine. On voit bien que le président Trump il cherche à récupérer monsieur Poutine dans une logique un peu séparée de la Chine et que tout ceci est impliqué avec une seule obsession américaine qui est de contenir la Chine et d'essayer de fragiliser la Chine. Ce qui, naturellement, est très dangereux pour nous, parce que moi, je vois deux issues à des conflits comme ça, si ça continue. D'une part, le conflit de la guerre, c'est qu'à un moment ou un autre militaire, et Taïwan peut en être la question. Mais il y a un autre sujet qui est possible, c'est que ces deux plus grands concurrents s'entendent. Parce qu'entre un peuple de commerçants et un dealer, ils peuvent très bien un jour passer un accord. Et s'ils passent un accord de paix stratégique, il est fort à parier qu'il soit contre l'Europe. Et donc, nous sommes dans une situation où il n'y a rien de bon pour l'Europe dans cette compétition entre la Chine et les États-Unis, parce que quel que soit le scénario, l'Europe risque d'être marginalisée. Donc c'est une affaire qui est une affaire grave. Alors c'est vrai, là je rejoins tout à fait ce que dit Pierre, il faut que l'Europe puisse elle-même se protéger de manière à pas être le déversoir de tous les maltraités de Trump. Et donc il est évident que nous avons là des sujets qui sont à prendre. Ça revient à notre débat général, mais Thierry Breton avait posé le sujet, il y a pas mal de gens qui travaillent, c'est la question de la souveraineté de l'Union européenne. On a créé l'Union européenne avec comme base un marché, puis une monnaie, mais globalement, on n'a pas créé tout l'environnement capable de protéger ce dispositif. Et en plus, c'est la Commission européenne qui est chargée de tout ce qu'est le commerce international. Et au fond, on voit bien que M. Poutine, comme M. Trump, font des questions politique de tous ces sujets-là. Et donc, la politique, elle est fondamentalement exercée au niveau des États et pas au niveau de l'Union. Donc, on a cette question de la souveraineté qui est très importante. Donc, la situation est extrêmement grave. Mais nous sommes avec ici des entrepreneurs, des industriels, des gens dynamiques. Et donc, je ne veux pas avoir qu'un discours pessimiste. Et il y a notamment, dans toute crise, vous savez qu'en Chine, le mot crise, il est fait de deux signes. L'un, c'est le danger, l'autre, c'est l'opportunité. Donc moi, je vois trois opportunités importantes. La première opportunité, c'est le leadership franco-allemand, un phénomène nouveau. C'est passé l'affaiblissement de l'Allemagne, la rapproche de nous. Le gaz russe et le véhicule thermique ne sont plus les deux piliers indestructibles de l'Allemagne. Et l'Allemagne, aujourd'hui, demande à la France la protection nucléaire. Je pense que contre cette protection nucléaire, on doit pouvoir obtenir un leadership commun, des politiques communes avec l'Allemagne et nous renforcer parce que avec l'Allemagne, nous avons une force qui peut compter dans le rapport de force mondial. Autrement, l'Union européenne a du mal à faire exister son rapport de force. C'est le franco-allemand qui, politiquement, peut peser dans cette affaire. Donc c'est une belle opportunité de rapprocher la France et l'Allemagne dans ces circonstances. Nous n'avons jamais été aussi proches. Les Allemands étaient plus attirés par les Américains que nous, mais ils commencent à être déçus. C'est, je crois, très important dans ces circonstances d'avancer sur le leadership de l'Europe, qui est un leadership à la base franco-allemand, sans oublier naturellement les autres. Deuxième opportunité importante, c'est de s'ouvrir et d'ouvrir notre diplomatie d'une part, mais aussi notre commerce à tous les déçus de l'Amérique. Car au fond, c'est vrai qu'on peut être envahi par un certain nombre de produits, mais c'est vrai aussi qu'on peut aller conquérir un certain nombre de marchés. Donc je pense que la Grande Asie, avec l'Inde, avec le Japon, avec la Corée, et avec la Chine naturellement, et un grand nombre de partenaires, il y a, je crois, à rééquilibrer un peu nos politiques diplomatiques et en même temps des politiques industrielles et commerciales sur cette Grande Asie
qui est très importante. N'oublions pas que les importations américaines ne font que 13% des importations mondiales. Donc il y a de la place ailleurs. Donc il faut essayer de travailler là. Il faut reconstruire des relations avec l'Amérique latine. Il faut renforcer notre lien avec le Canada, évidemment, parce que ce qui se passe vis-à-vis du Canada est extraordinairement inacceptable pour le monde entier. Donc on a des sujets très très importants. On a par exemple le sujet de l'Afrique aujourd'hui. On voit bien qu'il faut reconstruire une politique africaine de l'Europe et de la France. Sans doute que la coopération franco-allemande, c'est là un sujet peut-être de politique commune que la France et l'Allemagne pourraient mener ensemble, ce qui constituerait un rapport de force très important. Et donc, je crois qu'il y a une redistribution un peu des nouveaux marchés qui apparaissent, et il faut les travailler. Et puis, troisièmement, je pense que ce qui est important dans une crise aussi, c'est qu'on peut faire un certain nombre de réformes, un certain nombre de changements qu'on ne peut pas faire dans les situations calmes. C'est vrai de l'État, qui peut redresser ses finances publiques, qui peut mener un certain nombre de réformes nécessaires, parce que là, la gravité s'impose à nous. Et puis, c'est le cas aussi des entreprises qui ont souvent des décisions douloureuses à prendre, des reconversions à faire, des mouvements importants. Et bien, ces mouvements-là, on peut les faire dans ce genre de crise. Ce sont des temps de réforme, et ces temps de réforme sont importants. Donc, il y a des opportunités dans cette situation, même s'il faut toujours la mesurer avec gravité. Pierre, sur les annonces du président Trump, comment est-ce que on peut réagir? Comment est-ce que on peut conserver les politiques européennes? Est-ce que, selon vous, on peut encore les conserver, ou elles sont, selon vous, plus du tout opérantes dans l'état actuel? Et comment est-ce que la France peut faire pour son industrie dans ce contexte? Alors d'abord, effectivement, l'Europe devra s'engager sur le long terme définitivement dans la défense de ses valeurs, de sa souveraineté, de ses industries. Tenter d'arrêter de se définir comme un simple marché ouvert, comme l'a rappelé Jean-Pierre Raffarin, et voir les opportunités qui s'ouvrent à nous. Maintenant, pour être plus, j'allais dire, terre à terre et par rapport à la situation actuelle, l'industrie française en particulier, qui est à un niveau extrêmement faible par rapport aux autres pays européens, va devoir prendre des mesures d'urgence et en quelque sorte renverser la pyramide des priorités, en particulier celles qui ont été définies par l'Europe dans le pacte pour une industrie propre en février dernier, et protéger son industrie à court terme. En termes pratiques, il faut d'abord, je crois, assumer de protéger prioritairement des industries essentielles pour la souveraineté du continent, des secteurs qui sont jugés critiques, stratégiques, et confirmer l'ambition de l'Europe sur ces secteurs. Ça veut dire probablement pour la santé, pour l'armement, pour l'automobile, des instruments de défense commerciale qui soient adaptés au contexte, bien évidemment, pour rétablir rapidement, le plus rapidement possible, un cadre de concurrence équitable. Ça veut dire aussi un support à la modernisation des capacités de production, comme il l'a été dit, et à l'innovation. Ensuite, ce qui est clé pour l'industrie, c'est le coût de l'énergie. Et donc, il faut assumer d'allouer immédiatement aux industriels une quantité suffisante d'énergie compétitive, décarbonée. Aujourd'hui, c'est EDF et le consommateur qui en bénéficient. C'est un point extrêmement important pour les industriels. Et finalement, il faut assumer aussi de simplifier la réglementation. Parce que l'industriel, aujourd'hui, fait face à une avalanche de règles qui se sont superposées et qui l'empêchent d'avancer. Donc je crois que face aux différents blocs qui se positionnent, il faut assumer notre autonomie, notre souveraineté sur ces secteurs les plus stratégiques, et l'Europe et la France doivent donc changer de logiciel. Merci. Alors, je vais vous demander, si vous voulez bien, quel message vous aimeriez qu'on garde pour la fin, une petite conclusion de vos propos sur ces questions de réindustrialisation et sur les actions nécessaires pour y parvenir. Jean-Pierre Raffarin. Bon, mon message est tout simple, et c'est toujours le même message historique, c'est n'ayez pas peur. C'est que la peur est dans ce genre de situation extrêmement dangereuse. On le voit y compris dans les décisions de Trump. Quelquefois, ça change du jour au lendemain. Donc, soyons pas nerveux, ne soyons pas paniqués, restons vraiment pacifiques, mais préparons-nous à toutes les échéances possibles et faisons en sorte d'être des gens sérieux dans une situation qui est une situation difficile, mais dans laquelle nous avons de graves dangers et
de grandes opportunités. Et donc je pense que ce qu'il faut, c'est en effet, comme le disait Pierre Luzeau, d'avoir des capacités de plan d'urgence, un peu de période peut-être transitoire, de faire qu'il y a eu un moment, je vois bien que pour les Jeux Olympiques, on a décidé d'assouplir certaines régulations, certaines règles qui étaient pénalisantes pour les acteurs. Peut-être qu'on peut profiter de cette situation, c'est là où je dis qu'il y a des opportunités, pour dire que pendant 2 ou 3 ans, on fait un effort fantastique sur notre développement industriel et qu'on met entre parenthèses un certain nombre de sujets, ce qui présenterait l'avantage de ne pas les supprimer, mais de les mettre entre parenthèses pour la durée du plan. Je pense que une grande fragilité que nous avons aujourd'hui, dans laquelle nous pousse Trump, c'est de réfléchir dans l'immédiat. Si on veut quelque chose de significatif sur l'industrie, il faut qu'on revienne à des stratégies qui sont des stratégies souvent à 20 ou 30 ans et qui ne font qu'on est pour les industriels avec des politiques économiques qui soient identifiées au moins pour 5 ans. Et donc c'est je pense, quelque chose d'un peu de cette nature qu'il faudrait essayer de construire. C'est un plan industriel pour la souveraineté de l'Europe et en tout cas pour la France, de faire en sorte que pendant 5 ans, on essaie de reconstruire une industrie et qu'on pourra définir un peu d'autres dispositifs après, c'est-à-dire mettre au fond des règlements comme ceux des Jeux Olympiques au service de l'industrie, de l'emploi et surtout de l'innovation, parce que c'est l'innovation qui nous sortira de toutes ces difficultés, mais l'innovation, elle sort de l'industrie principalement, et c'est avec elle qu'il faut essayer de construire tout cela. Donc, n'ayons pas peur et engageons-nous dans l'action. Merci beaucoup, Pierre Luzeau. Pour conclure ? Je crois que tout ce que nous avons dit ne remet finalement rien en cause sur la feuille de route à la fois française et européenne. Au contraire, et je suis convaincu qu'on doit conserver les ambitions européennes du pacte pour une industrie propre, mais probablement en se donnant des marges de manœuvre pour sa mise en œuvre dans les 3 années à venir, pour des raisons évidentes. Mais ça ne remet pas en cause un plan pour l'industrie, comme l'a dit Jean-Pierre Raffarin, autour de au moins 2 axes. D'abord, changer le logiciel sur la politique de l'offre. Il faut que l'Europe redevienne une terre d'industrie. Et deuxièmement, pour le permettre, de développer une autonomie stratégique sur l'énergie qui permettra d'éviter d'utiliser les énergies fossiles. C'est un point critique, c'est un fait. Au-delà d'améliorer la signature carbone du continent et de la planète, il y a aussi le fait que l'Europe ne dispose pas de son énergie. L'énergie est un sujet critique pour l'industrie. On doit le prendre comme un des premiers sujets à traiter. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de ce dernier épisode sur la réindustrialisation et je suis ravie d'avoir fait cet épisode avec vous. À bientôt pour un nouvel épisode. Séquence, notre science au service de votre avenir.